et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour Marie et merci beaucoup d'être présente pour ce dernier épisode d'Espérance de la saison. Je suis vraiment très contente de pouvoir te recevoir. J'ai découvert la marque que tu as lancée, donc Minuit sur Terre, il y a quelques semaines maintenant et ça a vraiment piqué ma curiosité. Donc je suis contente de pouvoir faire découvrir tout ça aux auditeurs. Je trouve que c'est un projet vraiment innovant et qui a beaucoup de sens dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, expliquer qui tu es et puis qu'est-ce que c'est finalement Minuit sur Terre? Bonjour, merci de m'avoir invitée d'abord. Moi, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans aujourd'hui, donc comme ça Bon tombe bien. anniversaire! Merci, c'est gentil. Et donc, du coup, j'ai créé Minuit sur Terre il y a 4 ans maintenant. J'étais à l'époque étudiante, quand j'ai eu l'idée, c'était en juin 2016. Et j'étais en vacances entre ma 4e et ma 5e année d'études. Donc, du coup, j'ai fait un double diplôme entre Sciences Po Bordeaux et l'IAE de Bordeaux. Donc, j'ai un master en gestion des entreprises et un autre en marketing. Et j'avais pas du tout l'intention de monter ma boîte. C'était pas un truc qui m'avait intéressée. Je n'étais même pas au courant de cette. Enfin, je savais qu'on pouvait lancer des entreprises, mais c'était pas du tout un domaine auquel j'étais sensibilisée. Je connais personne de ma famille d'entrepreneurs. J'avais pas d'amis qui étaient entrepreneurs. Enfin, pour moi, c'était c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais. Et en fait, du coup, en juin 2016, je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué de trouver des chaussures qui soient à la fois fabriquées de manière éthique, avec des composants véganes, donc c'est-à-dire sans aucun produit d'origine animale, et avec des matières écologiques, et qui soient jolies. Déjà les 3 premiers points étaient difficiles, mais si on rajoute le 4e, c'était impossible. Et là, je me suis dit, mais c'est bête quand même, parce que les matières, elles existent. La fabrication éthique, c'est pas si compliqué que ça. Le design, ça me paraît pas insurmontable. Je me suis dit, mais pourquoi personne n'a eu cette idée-là avant? Pourquoi personne ne l'a fait? Bon, après, je me suis rendu compte que c'était difficile, donc c'était sûrement pour ça. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je garde cette idée dans un coin de ma tête, et puis peut-être que je le ferai plus tard. Je vais peut-être travailler dans la chaussure avant, histoire de me former. Et au départ, j'étais vraiment partie comme ça, en me disant, je finis mes études tranquillement. Je me fais un peu d'expérience dans la chaussure et si ça me tente toujours, je le ferai après. Et sauf que quand je suis rentrée en dernière année du coup à l'IAE à Bordeaux, j'ai une amie qui m'a traînée à une réunion de présentation de l'incubateur de l'université, qui est donc un incubateur étudiant qui aide justement les étudiants à mûrir leurs projets et à les commercialiser tout simplement. Et en fait, j'ai appris dans cette réunion-là qu'on pouvait avoir le statut étudiant-entrepreneur qui permettait de faire plein de choses et notamment de convertir son stage de fin d'études en création de projet. Et alors là, je me suis dit, mais c'est vraiment bien ça. Il faudrait vraiment que je fasse ça parce que 6 mois, j'avais déjà fait plusieurs stages avant parce que j'avais fait en plus une année de césure. Donc pendant 1 an, j'avais fait que des stages. Je me suis dit, bon, je ne suis pas à un stage prêt. Je pourrais faire ça à la place. Je fais ça à fond pendant 6 mois. Si ça marche, tant mieux, je continue. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais appris plein de trucs. Je suis vraiment partie comme ça. Et ce qui m'a motivée aussi, c'est que j'avais adopté un chien juste avant. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, comme ça, je peux la garder avec moi tout le temps. Et je suis pas obligée de la laisser pour aller travailler. Donc, ça a été aussi un élément déclencheur. Et finalement, ça a marché puisqu'on est toujours là. Mais après, a débuté l'étape compliquée de trouver les bons fournisseurs, trouver les bons fabricants, faire les dessins. Mais c'est allé assez vite parce qu'entre le moment où je me suis vraiment mise à fond sur le projet, je travaillais pas à temps plein parce que j'avais mes cours à côté, mais entre le moment où je me suis dit, ça y est, j'y vais, c'était en octobre 2017 et le moment où on a fait le crowdfunding, non, je dis des bêtises, c'était en octobre 2016 et après le crowdfunding, c'était en mars 2017. Ça y est, ça fait trop longtemps, je perds la boule. Et du coup, t'étais toute seule à ce moment-là, parce que tu parles de j'étais design, toute seule. etc. C'est un métier quand même. Tu as fait appel à un Oui, je sais, prestataire mais
Non, non, j'ai tout fait toute Ah, seule c'était parce que juste toute seule. Waouh. j'avais aucun moyen. Et alors, forcément, quand je revois les choses maintenant, je me dis, avec l'expérience que j'ai maintenant et les moyens que Mini sur Terre a, qu'elle n'avait pas à l'époque, c'est sûr, on pourrait faire beaucoup mieux. Mais pour se lancer sans avoir ni formation de styliste, ni de chef de produit dans la chaussure, ni rien du tout, c'est déjà pas mal. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des bons partenaires au Portugal, notamment des usines qui ont été capables de enfin, donner vie au dessin alors que bah, c'était pas évident, quoi. Il y avait des trucs bizarres. Quand je revois mes dessins, maintenant, je me dis bon. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ouais. Et puis si j'avais trop, enfin, si on attend d'être expert dans tous les domaines, parce que du coup, c'est un peu ça, pour lancer sa boîte, il faut savoir un peu faire tout. Mm, mm. Si on attend d'être expert dans tous les domaines avant de se lancer, on se lance jamais, parce qu'on peut être Ouais. jamais expert en tout. Mm, mm. Et donc, moi, je suis partisane ben, on se débrouille comme on peut au début. Quand on n'a pas de moyens, on fait ce qu'on peut. Et ça ne nous a pas empêché de réussir. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais ajouter un autre point, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance de trouver les bons fabricants, les bonnes matières. Le design, finalement, on est parti de la première collection sur des modèles qui étaient assez simples. Donc finalement, il n'y avait pas une. Ça m'a pris du temps de le faire parce que c'était pas du tout mon métier, mais il n'y avait pas une originalité extrême qui aurait pu être compliquée à prouver. Au contraire, je voulais des modèles vraiment basiques. C'était quoi? C'était de la Et c'est basket, c'était il quel y avait un peu de tout. Il y modèle? avait Il y avait tout. basket, escarpin, bottines. Et je D'accord. voulais quelque chose d'assez complet parce que je voulais pas simplement, par exemple, faire une marque de basket. Parce que, enfin, c'est des choses qu'on trouvait peut-être plus facilement. Et je voulais vraiment plutôt me positionner sur un créneau marque de mode. Et donc, du coup, avec une gamme complète. Et c'est pour ça que je suis pas Mm. partie sur un monoproduit. Parce que justement, je voulais que transmettre un univers. Et pour transmettre un univers, pour moi, il faut bah, plusieurs modèles, une vraie communication derrière. Ouais, Voilà. super. Après, Alors peut-être que si je déjà, le. pardon, je te coupe, mais c'est déjà une belle leçon Non, je non, trouve, mais que c'est pas tu grave. transmets voilà, de montrer que ben, toi, tu n'avais pas forcément l'expertise ou les compétences dans. Enfin, parce que le design, quand on fait un produit, c'est quand même quelque chose d'important. Enfin, c'est un des métiers les plus importants, je pense, dans la mode. Et toi, tu n'avais pas cette expertise forcément là. Tu t'es débrouillée toute seule. Et ça montre vraiment à toutes celles et ceux qui nous écoutent qui sont un peu en hésitation, parce que c'est beaucoup des peurs qu'on a quand on veut lancer sa boîte. On se dit, mais on a une idée, mais peut-être qu'on n'est pas légitime, peut-être qu'on n'a pas les compétences, etc. Donc, je trouve que c'est déjà un très, très beau témoignage de voir que toi, ben, tu t'es débrouillée toute seule pour l'idée en laquelle tu croyais. Et au tout début, tu as dit que tu savais que les matières, elles existaient, que des matières éthiques, responsables, ça existait. C'est-à-dire que les matériaux que vous utilisiez aujourd'hui, toi, tu avais déjà connaissance de leur existence avant de. Ben, alors, exactement ce qu'on a utilisé, non. Par contre, j'avais fait ce qu'on appelle une veille concurrentielle. J'avais regardé tout ce qui existait sur le marché un peu écolo-vegan, et j'avais vu qu'il y avait des matières, enfin que c'était possible, ça existait en tout cas. Je ne suis pas partie en me disant, mon Dieu, s'il faut ce que je recherche, ça n'existe pas. Je me suis dit, je sais que ça existe, il suffit de les trouver. Bon, bah, ça prend du temps de les trouver, il faut faire les salons, il faut chercher sur Internet, il faut contacter tout le monde. Ça prend du temps, on n'a pas toujours des retours, mais en tout cas oui, je savais que ça existait parce que je m'étais beaucoup renseignée quand moi j'avais voulu acheter une paire de chaussures D'accord. et que j'avais rien trouvé en fait. Donc mon étude de marché, en fait, je l'ai fait au moment où je voulais m'acheter une paire et où j'ai fait tous les sites possibles pour trouver une paire que je n'ai jamais trouvée d'ailleurs, parce que bah, c'était pas beau quoi. Ou alors il y avait des choses sympas, mais dans ce cas-là, c'était des marques de fast fashion en plastique qui étaient fabriquées en Asie. Enfin, c'était pas non plus ce dont j'avais envie. Ouais. Voilà. Et Minuit sur Terre, le nom, il vient d'où? C'est une référence à Cendrillon. Bon, j'ai toujours été très Disney, mais en fait, le film, je venais de voir le film Cendrillon, je crois, donc c'est pour ça que j'avais cette histoire dans la tête. Et en fait, Cendrillon, c'est la preuve qu'une paire de chaussures peut changer une vie. Et nous, on veut en changer plein. Voilà, Wow. donc le rapport à minuit. Mm. Bon, après, sur Terre, c'est juste parce que c'était joli. On a beaucoup. Je cherchais absolument un truc en rapport avec Cendrillon. Et je suis partie de loin parce qu'au début, je voulais appeler ça Atelier Citrouille. Et je me suis dit que c'était pas terrible finalement. Et puis voilà, finalement, à force de recherche, j'ai trouvé ce nom dans le tram avec mes copines en allant au cours à Sciences Po d'ailleurs un soir. Voilà. Super. Non, mais c'est très joli, mais la signification est très belle aussi. Alors, pour les personnes qui, du coup, découvrent qu'on peut avoir des chaussures en matériaux éthiques, responsables, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire finalement? Comment est-ce que toi, tu travailles? C'est quoi des matières qui sont véganes, par exemple? Est-ce qu'on peut remplacer le cuir? Enfin, comment est-ce que toi, tu fais pour concevoir tes modèles? Alors maintenant, on a beaucoup de matières parce qu'il y a de plus en plus d'alternatives sur le marché. Donc bon, la première chose, c'est que c'est pas du cuir forcément vu que c'est la peau d'un animal. Mm. Donc on a des matières qui sont végétales, par exemple le raisin ou la pomme ou même les céréales.
C'est des matières qui ne sont pas 100% végétales parce que malheureusement, ça n'existe pas. Et nous, on a l'honnêteté d'en donner la composition exacte parce que je sais pas, je me sens pas. Des fois, je vois des marques qui disent ah, c'est 100% raisin ou 100% pomme. Je fais, mais moi, j'oserais pas faire ça, mentir comme ça, c'est pas bien. Enfin, je me sentirais pas en raccord avec moi-même, même si je suis sûre que ça nous permettrait de vendre plus, hein, parce que les gens, des fois, nous critiquent sur des petits détails, alors que on a juste, au contraire, l'honnêteté d'être précis. Donc voilà, donc on a des matières végétales comme ça, on a des matières recyclées. Qui peuvent être jusqu'à 100% recyclées sur certaines matières. Donc, c'est souvent des bouteilles plastiques repêchées dans la Méditerranée qui peuvent être transformées en lacets, en semelles, en mèches, enfin, le tissu un peu alvéolé qu'on peut mettre sur des chaussures plus sportives, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des bouteilles plastiques recyclées. Et après, on a des matières purement synthétiques, j'ai envie de dire, qui ressemblent à du cuir aussi, mais qui, du coup, sont fabriquées à partir de polyester, polyuréthane, etc. C'est les plus simples à trouver forcément puisque c'est les plus anciennes. C'est celles sur lesquelles on a un plus grand recul de durabilité. Par contre, forcément, elles sont un petit peu moins écolo que les nouvelles. Mais ça reste quand même beaucoup plus écologique que le cuir. Alors, il ne faut pas que certains acteurs de la filière cuir m'écoutent, sinon après, je vais me faire taper sur les doigts. Mais le cuir, c'est pas quelque chose d'écologique, ne serait-ce qu'au niveau du tannage qui est la plupart du temps au chrome. Donc, c'est ni écologique pour l'environnement. Pour les travailleurs, c'est un peu la catastrophe aussi parce que souvent, ils ont des maladies liées aux produits chimiques. Et bon, pour les animaux, je ne ferai pas de dessin, mais forcément, c'est pas terrible. Oui, c'est sûr. C'est intéressant aussi que tu parles de ça, des concurrents que tu peux avoir qui, eux, disent c'est 100% végétal parce qu'on en avait parlé donc dans le podcast avec Marion et Valentin qui ont fait Cocozen, une marque de vêtements recyclés où eux aussi, ils ont eu énormément de mal. En fait, ils ont fait leur marque en se disant, bon, trouver des matières recyclées écologiques, ça doit peut-être pas être si compliqué que ça. Ils se sont rendus compte que si, je pense que c'est un peu la même chose que toi, tu as vu quand tu as commencé. Et ils se sont rendus compte qu'il y a plein de gens qui utilisaient des labels qui voulait absolument pas du tout dire ce qu'il disait que ça voulait dire, enfin pour vraiment tromper et dire c'est du made in France, ça veut dire que tout est en France, tout vient de France, pas du tout. Enfin voilà, il y avait beaucoup de confusion là-dessus. Voilà. Et mais non. Alors nous on fait pas en France, hein, donc je pourrais même pas mettre ce modèle-là, mais le made in France, je crois que c'est 40% du produit fini qui doit être fait en France. Donc par exemple pour la chaussure, moi on m'avait proposé parce que je me suis renseignée auprès d'entreprises françaises pour fabriquer. Malheureusement c'était très très cher. Serait revenu presque à doubler le prix par deux. Et du coup, ils m'ont proposé, ah, mais on peut faire au même prix qu'au Portugal, mais bon, du coup, tout est découpé en Inde et cousu en Inde, et nous, on fait que le montage en France, et vous pouvez mettre Made in France. Je fais, bah, dans ce cas-là, d'un point de vue écologique, autant faire tout au Portugal. C'est quand même plus simple, hein, même en termes de logistique. Enfin, voilà, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de tromperies. La mode éco-responsable, ça le vent en poupe en ce moment. Je dirais ces 2 dernières années. Il y a 4 ans, quand je l'ai fait, l'avantage, c'est que on avait zéro concurrent, vu que ça n'existait pas. Par contre, on était les premiers, donc on a dû tout découvrir par nous-mêmes, pas mal de choses. Maintenant, il y a de plus en plus de marques qui se lancent, hein, sur tous les domaines, des marques recyclées, des vêtements recyclés, des chaussures recyclées. Enfin, il y en a vraiment, vraiment de plus en plus. Et certaines initiatives sont très bien et sont honnêtes. Il y a d'autres initiatives qui sont très bien, mais qui sont malhonnêtes. Enfin, je veux dire, on peut faire quelque chose de très bien, mais quand même embellir la réalité un petit peu trop. C'est souvent ce qui se passe. C'est des bonnes initiatives, mais par contre, ils en font un peu trop. Donc, moi, je trouve qu'on tombe un peu dans des dérives greenwashing parfois. Et c'est quelque chose que moi, je voulais éviter. C'est pour ça que... Et en fait, personnellement, j'ai toujours tendance à avoir besoin de me justifier. Donc, quand on me pose une question, je ne vais pas faire de faux semblants, je vais leur expliquer pourquoi. S'ils me disent, ah, mais pourquoi c'est cher? Je vais leur dire, voilà, la confection, ça coûte ça coûte tant, la matière, ça coûte tant, le transport, ça coûte tant, la boîte, ça coûte tant, voilà, c'est pourquoi ça coûte ce prix-là. Et c'est juste, enfin, je pense que c'est personnel aussi, parce que quelqu'un qui serait peut-être moins sensible au questionnement des gens éprouverait peut-être moins le besoin de se justifier. Mais finalement, je trouve que c'est important pour moi d'être honnête, et au moins, je sais que quand les gens vont sur le site, s'ils prennent le temps de regarder, ce qui n'est pas tout le temps le cas, ils achètent en totale connaissance de cause. Peut-être qu'ils sont arrivés sur une pub qui disait « Ah, des chaussures en raisin ». Très bien, ils cliquent, ils voient la composition détaillée, l'explication, et au moins, ils savent ce qu'ils achètent. Et ils ne pensent pas acheter un truc 100% en raisin alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est le conseil qui revient le plus souvent sur que ça soit la mode ou autre chose. Hein, quand là, au moment où on parle, il y a le podcast avec Oumaï qui va sortir la semaine prochaine sur les cosmétiques. C'est la même chose.
c'est de toujours... En fait, la seule façon de savoir si ce qu'on achète, ça répond à nos valeurs, c'est d'aller fouiller, de voir s'il y a des informations, éventuellement de contacter la marque pour avoir des infos, mais de jamais juste se fier à un petit label ou un petit autocollant là, posé sur le site comme ça. Et c'est aussi pour ça, je pense C'est que ça. le besoin de se justifier, parce que pareil, je fais le comparatif, mais Marion et Valentin, ils me disaient la même chose parce que eux, je pense que c'est pareil que toi quand tu dis que tu peux pas faire du 100% végétal parce que tout simplement ça n'existe pas. Eux, ils avaient les mêmes problématiques sur d'autres choses où il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire parce que ça n'existait pas. Et c'est ce que les gens vont toujours venir chercher, le petit truc qui fait que c'est pas 100% en Ouais, accord, mais tu ne peux pas. Donc, mais plus on en fait, en fait, plus la marque elle est engagée sur tous les plans, notamment de l'éthique, plus les gens ils vont chercher la petite bête. ouais. Et moi, par exemple, ils vont me dire ah c'est trop cher. Et la même personne, elle peut dire ah mais c'est pas fait en France, c'est nul. Alors qu'elle a aucune idée. Enfin, je pense qu'elle fait pas le rapprochement que si jamais c'était en France, ça serait encore plus cher. Bah ouais. Donc il y a un moment. Enfin, le problème c'est que alors pas les clients, parce que les clients s'ils achètent, c'est qu'ils sont satisfaits de la proposition de valeur. Mais les gens qui n'achètent pas et qui commandent juste comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, on connaît tous les dérives des réseaux sociaux. À les entendre, ils voudraient des chaussures qui durent toute une vie à 20 euros, fabriquées avec des matières 100% végétales et faites en France. Sauf que, bah, évidemment, c'est pas possible. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Mais il y a un moment où il faut se dire que si jamais le prix il est bas, il y a forcément quelqu'un qui est lésé dans le processus de fabrication. Alors, c'est peut-être pas la marque, hein. En général, c'est pas la marque. Mais ça peut être les personnes qui produisent des matières, les personnes qui produisent des chaussures. Enfin, il y a un moment où bon, bah, il faut faire des choix. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de payer 150 euros une paire de bottines, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, ça justifie de faire des compromis sur l'éthique? Enfin, je pense pas. Je pense pas. Chacun fait en fonction de ses moyens. Et si ça leur pose pas de problème, ou s'ils n'ont pas le choix d'acheter des choses de fast fashion, mais c'est très bien. Mais il faut c'est pas pour une raison pour aller critiquer les marques qui essayent de faire changer les choses parce qu'il y a un moment, il va falloir accepter de redonner de la valeur à des produits euh, plus que ceux actuellement. Parce que quand je vois des gens qui sont capables de payer 1200 euros en téléphone et qui après disent, ou alors 150 euros une paire de chaussures d'une grande marque, hein, une paire de baskets de grande marque, c'est facilement ces prix-là. Et qui après nous, alors qu'on essaye de tout faire au mieux, ils nous disent c'est trop cher. Bon, bah, il faut faire des choix. Hein. Et puis s'ils ne les font pas et qu'ils sont d'accord avec leur conscience pour ne pas les faire, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'on se fait reprocher le moindre truc. Et j'ai vu beaucoup de marketing qui avaient cette problématique-là, c'est que plus on en dit, plus on se fait taper dessus. Par exemple, je peux faire une pub des chaussures faites en raisin. Ok, je fais ma pub comme ça, on a fait le test. Hein. Et ben, tous les gens disent ah c'est trop bien. Par contre, on fait la même pub avec des chaussures faites en raisin, on explique comment est fabriquée la matière, le pourcentage de raisin, etc. Ah, c'est pourri, pourquoi c'est pas 100% végétal? Ouais, voilà, hein, est-ce que ça nous incite à dire la vérité? Pas trop. Bon, on continue à le faire, mais bon, voilà. Et je comprends du coup toutes ces marques qui ne s'embêtent pas avec les détails parce que ça simplifie la vie vraiment beaucoup. On n'a pas ce besoin de se justifier du coup si on ne dit pas la vérité. Mais Bon après c'est ce besoin d'aller toujours chercher, c'est le même principe en fait, c'est le même principe que pour ça que j'ai créé Espérance, c'est que on va toujours aller chercher le truc négatif entre guillemets, parce que c'est pas que c'est négatif, c'est que vous faites du mieux et que voilà, mais plutôt que se concentrer sur tout ce qu'il y a de positif, on va aller chercher le petit truc qui n'est pas absolument parfait. Enfin, alors qu'on devrait déjà saluer l'initiative, parce que déjà, même si ce n'était pas aussi bien que ce que vous faites actuellement, même si dès qu'il y a 50% végétal, bah, au moins, vous faites l'initiative de faire du 50%, tu vois. Et au lieu de ça, les gens, ils vont aller chercher la petite bête. Mais bon. Ah, mais ça, c'est la grande problématique des réseaux sociaux, je pense. C'est vraiment un phénomène où les gens, déjà, ils réfléchissent pas avant d'écrire. Parce que c'est sur l'instant, enfin, c'est le principe du réseau social. On voit un truc, pouf, on écrit son commentaire et c'est parti. Ils cherchent pas à se renseigner. Ils veulent de l'information. L'info, elle doit être mâchée. Mais même si elle est... Enfin, je veux dire, nous, on a plein de choses écrites sur le site, mais vraiment plein. Mais personne ne lit. Personne ne lit. Des fois, on a des questions, c'est sur la page d'accueil du site, limite. Le problème, c'est que quand on a beaucoup d'informations à donner, ben, on peut pas. On peut pas, donc voilà. Après, vous en donnez en plus beaucoup parce que moi, ça fait quelques semaines que j'ai découvert la marque. Je crois que j'ai déjà vu 3 lives que tu as fait sur la marque pour présenter les modèles. J'en ai fait 3. Je crois, hein. Avec celui-là, le dernier de la semaine dernière, il me semble que j'en ai vu 3 déjà. Peut-être. Mais voilà, il y a déjà plein d'informations. Mais c'est vrai qu'après, c'est sociétal aussi. On a tellement tout, c'est comme le zapping, etc. On a tellement tout qui arrive que voilà, moi, même des fois, je pense que ça doit m'arriver aussi de pas
passer trop de temps à chercher avant de demander une info, mais bon, c'est comme ça. Donc, ceux Non, mais qui c'est sûr, moi écoutaient, aussi, hein. essayez de Parce que faire. c'est tellement facile. Ah, je suis sur Instagram, je vois un post, tiens, je vais poser une question au lieu de cliquer sur le site et voir s'il y a la réponse. Ouais, Parce qu'il faut aller chercher. Bon, après, si on était pragmatique, on saurait que c'est pas forcément un robot qui répond et qu'on aurait peut-être la réponse plus vite si on allait chercher. Mais c'est clair. c'est juste qu'on a la flemme. On est en train de scroller sur Instagram, on met la question et on verra bien quand on a une réponse, hein. C'est ça. Je veux dire, c'est naturel de faire ça. C'est normal. Enfin, on peut pas. Puis les gens, ils sont tellement surbookés en général que Mm. ils ont pas. Enfin, je veux dire, à moins d'être vraiment hyper intéressés et d'être prêts à passer à l'achat, ils vont pas aller chercher par eux-mêmes. Ils vont poser la question. Et par contre, bah, si on répond quelque chose qui leur plaît, ça peut peut-être les pousser à se renseigner un peu plus derrière. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors, juste pour ceux qui ne seraient pas au courant ou au fait, au niveau justement de l'impact environnemental de tout ce qui est chaussures et maroquinerie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des sacs que vous faites avec Minuit sur Terre. Qu'est-ce que ça engendre en fait? C'est quoi la réalité aujourd'hui de l'impact écologique quand on achète une paire de chaussures dans une marque de fast fashion ou même une marque de luxe, mais qui aurait peut-être pas un impact environnemental très positif? Et c'est très variable en fonction des produits. Je pense qu'en fast fashion, bon, la plupart des, c'est pas toujours en cuir, parce que forcément, dans, je pense qu'on peut trouver des matières synthétiques qui sont pas chères du tout. Par contre, ils mettent toujours un petit peu de cuir, souvent dans la semelle ou un truc comme ça, juste pour mettre cuir, parce que dans l'esprit des gens, c'est gage de qualité en fait. Donc ça aussi, c'est devenu un argument marketing, le cuir, C'est vrai alors que ma que mère, elle m'a toujours dit finalement, ça, hein. Quand j'étais petite, je me mais oui, rappelle mais qu'elle me disait toujours: «Ah, mais c'est bien, en plus, c'est en cuir». C'est vrai que Mais c'est profondément ancré, en tout cas en France. Alors dans les autres pays, je ne m'avancerai pas, mais c'est parce qu'on nous le rabâche depuis tout le temps. Et c'était sûrement vrai à une époque quand le seul cuir qu'on avait, c'était peut-être du cuir français qui était de bonne qualité, enfin, je ne sais quoi. Sauf que maintenant, du cuir, on en trouve du cuir de luxe qu'on va trouver chez Hermès, enfin, voilà, où c'est vraiment pour des pièces uniques, etc. Où là, vraiment, bah, la qualité, il n'y a rien à redire. Bon, par contre, tout le monde ne peut pas se payer un sac à 5 000 euros, ou plus, d'ailleurs, je ne sais même pas combien ça coûte. Et on peut trouver du cuir vraiment très bas de gamme et vraiment de très mauvaise qualité. Donc en fait, l'échelle, elle est hyper large. Tout ouais. comme l'échelle des synthétiques. On peut trouver des synthétiques où c'est vraiment nul. Et par contre, on peut trouver des matières qui sont de très bonne qualité. Donc c'est très variable. Donc il y a cet impact-là. Bon, souvent la fast fashion, si c'est du synthétique, bah, il est produit à partir d'énergie fossile, donc c'est pas terrible. Si c'est du cuir, il est souvent tanné en Inde ou au Bangladesh. Donc bah, ni pour les travailleurs ni pour l'environnement, c'est terrible. Et pour la fabrication, je crois que j'ai lu un chiffre, quelque chose comme 87% des chaussures dans le monde sont fabriquées en Asie. Ah ouais. Je crois, je l'ai lu ce matin. C'est 87 ou 83. Enfin, dans tous les cas, c'est énorme. Mmh. C'est énorme, mais ça répond aussi à la demande. Les gens, ils veulent de moins en moins cher. Donc, C'est ça. il y a un moment, il Moi, faut je se dirais poser les ils bonnes voulaient. questions en tant que. Je dirais il voulait parce que j'ai quand même l'impression depuis 2 3 ans qu'il y a quand même cette prise de conscience du fait qu'on doit payer la vraie valeur des choses. Alors, je sais pas si c'est parce que moi, j'en vois de plus en plus et parce que ça m'intéresse et que sur mes réseaux, je Mm. vois de plus en plus de personnes qui créent des marques. Mais c'est vrai que même moi, quand j'étais étudiante, par exemple, je me posais mais même pas la question. J'allais chez H&M m'acheter un débardeur parce qu'il coûtait 4 euros, tu vois. Même pas, Mhm, je mhm. prenais conscience. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de gens, soit qui essayent d'acheter d'occasion, soit quand ils achètent du neuf, de faire un petit peu plus attention et de se dire que si on achète un truc neuf à 15 euros, ben c'est qu'il y a un problème dans la chaîne à un Mhm, moment mhm. donné, quoi. Mais Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Je pense que ouais, depuis ouais, 2, 3 ans, c'est ça, peut-être plus 2 ans. Les gens, ils commencent à se rendre compte. Et enfin, il y a beaucoup de. Le crowdfunding, ça se développe beaucoup en France aussi. mm, Il y a 4 ans, quand je l'ai fait, c'était pas quelque chose qui était trop dans les mœurs. Maintenant, il y a des marques qui se lancent tous les jours, hein, tous les jours sur le crowdfunding et surtout des initiatives éco-responsables. Ça peut être des cosmétiques, des vêtements, enfin tout et n'importe quoi. Et je pense que les gens, ils ont conscience que ce sont des bonnes initiatives et qu'il faut les soutenir. ouais. Et même globalement, même je vois autour de moi, il y a de plus en plus de scandales qui ont éclaté. Les gens, ils prennent conscience. Après, tous ne prennent pas conscience. Ça, malheureusement, c'est pas possible. Et il y a des gens qui savent et qui s'en fichent. Mais ça, c'est aussi, je pense qu'il y aura toujours une partie de la population qui, de toute façon, s'en fichera. Après, je pense que quand même, surtout dans la jeune génération, les gens qui ont autour de la vingtaine, je pense, ils sont de plus en plus sensibles à ça et c'est pas mal parce que finalement c'est la jeunesse, les acheteurs de demain, j'ai envie de dire. Donc Mm. voilà. Mais c'est vrai que si la mode éco-responsable se développe autant ces 2 dernières années, c'est qu'il y a la clientèle derrière. Ouais. Donc les gens ils sont sensibles. Donc c'est bien, il faut espérer que ça continue sur cette voie, que ce soit pas juste un engouement passager et Ouais, temporaire, quoi. je Mais je pense pense pas. pas. Ouais, je pense pas.
Mais c'est vrai que le crowdfunding, bah là, tu es là, je pense que tu dois être la 3 ou 4e, non, même plus, 5e personne, je pense que je reçois qui est passée par un crowdfunding. Mais Mm. enfin, moi, j'adore ce système parce que bah, déjà, ça permet de découvrir des nouvelles marques, ça permet de découvrir des nouveaux projets. Très souvent, c'est quand même des projets qui ont des valeurs centrales, où les valeurs pardon, sont au centre du projet. Et puis en plus, c'est pas juste on investit, en fait, on a une contrepartie aussi. Donc c'est sûr qu'en tant que Oui, c'est ça. participant à la campagne, c'est trop génial. Moi, j'avais fait Il faut donc, juste attendre un peu. avec plusieurs marques. Là, Pardon. j'attends encore une contrepartie là, qui doit arriver courant novembre-décembre. Enfin, je trouve que c'est trop bien. Après, on reçoit notre colis. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est vraiment un système Ouais. hyper sympa. Il faut juste avoir la patience d'attendre le colis parce que les délais sont plus ou moins longs. Mais Mm. c'est vrai que comme système, c'est bien. Et c'est aussi super bien pour les marques parce que ça permet de vraiment tester s'il y a un marché ou pas, Ouais. d'avoir les bonnes quantités à la commande après et surtout de se financer quand on n'a pas d'argent. Parce que Mm. encore maintenant, je pense qu'il y a moyen que les projets éco-responsables soient financés plus facilement qu'avant. Mais quand il y a 4 ans, moi, j'allais voir les banques en leur disant que j'allais faire des chaussures véganes éco-responsables. Enfin, il y en a, ils m'ont ri au nez, hein. Ouais, J'étais ça là, m'étonne pas. j'avais 24 ans, j'étais blonde, encore plus blonde que maintenant. Enfin, j'étais pas du tout crédible. Et pourtant, je croyais en mon truc, hein, mais c'est juste que, enfin, maintenant, ça parle, chaussures vegan. Les gens, ils vont savoir ce que c'est. Ils vont être un peu plus éduqués. Alors qu'il y a 4 ans, hein, il fallait tout leur expliquer, hein. Déjà, ils me disaient, ah, ça se mange. Je suis bon, next step. Enfin bon. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a, avec toutes les marques qui se sont lancées, il y a eu une grosse prise de conscience et les gens sont au courant déjà que ça existe, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que Ouais. le crowdfunding, moi en tout cas, sans ça, j'aurais jamais pu me financer. Parce Mm. que je suis arrivée, j'avais rien, j'avais pas d'argent. Donc j'ai fait un prêt étudiant pour pas les premières dépenses, juste les premiers allers-retours au Portugal, les premiers prototypes, ce genre de choses. Et bon, par contre, ça suffisait pas parce que je pouvais pas faire un prêt étudiant de 100 000 euros. Mais le crowdfunding, ça nous a permis de financer la première production et surtout d'avoir une crédibilité après quand on est retourné voir les banques en leur disant, Ouais. mais voilà, regardez, on a fait tout ça, ça veut dire que ça marche, prêtez-nous des Mm, sous. mm. Donc c'est pour ça que c'est hyper important aussi. Bon, après, si ça marche pas, c'est Mais peut-être au moins, que si ça soit, marche pas, tu sais que tu te lances pas. Ça évite aussi peut-être de se c'est vrai, lancer à fond et d'être hyper déçu derrière, d'avoir engrangé des frais alors que, ben, tu c'est vois, au moins, vrai. tu es prévenu, tu sais que tu dois revoir certaines choses. Ça veut peut-être pas dire que ça marchera Mhm. jamais, c'est peut-être qu'il y a des Des gros choses à revoir, ajustements oui. à faire. Mhm. C'est C'est vrai, possible. c'est vrai. Oui, ça peut être. Des fois, je vois des projets hyper bien qui sortent. Le concept est vraiment bien. Par contre, la com, ça suit pas du tout. Donc, ou des fois, c'est l'inverse. C'est une super com et en fait, le produit, bah, c'est nul. Mm, mm. Donc, ce qui est Et important, ça, c'est ça d'avoir peut les deux. Et en marcher. général, Ça ça peut peut marcher. marcher. Ça peut Dans marcher. ce Ça sens. peut marcher, mais le produit est quand même bien. Il pourrait être mieux en général dans ces cas-là. Mais quand la communication va, en général, c'est bête, hein, mais ça se vend de toute façon, hein. Ouais, 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 c'est Après, pour ça. après, ça ne peut qu'encourager ces gens-là à améliorer leurs produits après. Mm, mm. Peut-être qu'il faut le voir comme ça aussi, hein, C'est de sûr. manière plus positive. Alors, j'ai juste une dernière question parce que c'est une question que je me pose, donc je me dis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se la poseront. Quand tu parles justement d'utiliser la pomme, le raisin, concrètement, alors bon, moi j'ai fouillé un peu sur le site, donc j'ai vu, mais concrètement, c'est comment ça passe? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent que tu vas récolter ton raisin, tu vois, pour l'utiliser pour faire les chaussures. Bah, je pourrais, j'ai des vignes autour de chez moi, hein. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors déjà, c'est pas de la matière qu'on fabrique nous-mêmes. Bah, on l'achète à des usines qui la fabriquent. Donc, c'est pas la même qui fait le raisin et la pomme, hein, c'est deux techniques différentes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, je vais prendre le raisin parce que c'est plus parlant dans le Bordelais. Ils récupèrent tout ce qui reste après que le raisin ait été pressé pour faire du vin, en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu après les vendanges, quand ils mettent dans des espèces de grands broyeurs. Ouais, Donc ça presse, ça presse, ça presse. Et il reste après la peau, les pépins, quelques petites branches. Et donc l'entreprise, elle récupère cette partie-là, elle la broie et ça fait vraiment enfin, des miettes, quoi. Comment, comment expliquer ça de manière poétique, je ne peux pas. Et ensuite, ils mélangent avec des huiles végétales. Et là, ça fait comme de la crème anglaise. Enfin, vraiment, quand on voit les. Moi, il m'a envoyé des vidéos de fabrication et ça coule. Donc, c'est des couleurs crème, ça a l'air liquide. Bon, ça se mangerait presque. Et ensuite, il mélange ça avec un peu de matière synthétique, pas beaucoup dans le raisin, c'est de l'ordre de 20%. Donc, il y a quand même beaucoup plus de matière végétale que dans les autres matières. ouais. Et ensuite, ils en font des D'accord. grands rouleaux de matière qui sont couleur crème comme la matière à la base. Et ensuite, une fois que ça c'est prêt, ils peuvent appliquer une texture et une couleur. Donc, ils ont plusieurs
des gros embosseurs, comme des tampons encreurs, mais version gros rouleau de matière. XXL, ouais. Donc, ils peuvent faire un aspect grainé, un aspect lisse. Je suis sûre qu'ils pourraient faire du croco aussi, mais je pense pas qu'ils le font encore. Et ensuite, ils mettent la couleur qu'on veut, souvent du blanc ou du noir, parce que pour les autres, il faut des gros minimums de quantité. Et c'est encore compliqué d'avoir toutes les couleurs. Et après, nous, on achète cette matière-là, donc on fait des tests. Ça, c'est la partie moins marrante. Là, le raisin, on a fait les premiers tests en juillet 2019, Ouais. quelque chose comme ça. Et on a sorti les premières paires seulement en mars 2020. Donc, on a eu quand même plusieurs mois de tests pendant lesquels on a confié, parce qu'en fait, ils ont ils ont un catalogue avec plein de matières différentes. Donc, nous, on était là, mais laquelle on choisit? Donc, on a pris un petit bout de chaque. On a fait des chaussures avec, on a donné à nos meilleures clientes, on leur a dit allez testez-les, dites-nous si ça va ou pas. Et comme ça, on a eu des retours sur cette matière-là parce que c'est compliqué au début quand il y a 3 matières, elles ne s'appellent pas pareil, mais ça ressemble. Il faut bien choisir laquelle est la mieux. Voilà. Et pour la pomme, c'est le même processus, quasiment le même processus, sauf qu'au lieu de récupérer du raisin, ils récupèrent des pelures de pommes, des pépins, etc. Et là, on est en plus en train de travailler sur un projet. Bon, top secret non parce que je vais en parler donc pas top secret mais en tout cas inédit, c'est que on va essayer d'intégrer ces matières-là dans des semelles. Ce qu'on fait pour le moment, c'est qu'on a des semelles qui sont recyclées en caoutchouc recyclé. Et donc on a 2 gros projets en cours. Le premier, c'est de pouvoir recycler toutes les vieilles chaussures, pas forcément les nôtres, toutes les vieilles chaussures pour en refaire des semelles, histoire d'avoir vraiment quelque chose de circulaire et pas juste d'aller les faire cramer je sais pas où et de dire après ce on a jour, du recyclé les coup, chaussures. à ce jour, celles de Minuit sur Terre, on peut vous les renvoyer pour les recycler ou... Alors, on l'annonce demain. Donc, voilà. quand le podcast sortira, c'est bon. Ça sera bon. Donc, du coup, on va récupérer toutes les paires usagées pour pouvoir les recycler. Celles qui sont moins usagées et qui sont encore en bon état, de toute façon, on a un site de seconde main sur lequel on peut reprendre les paires Minuit sur Terre aussi. Bon, là, ça ne concernera pas que les paires Minuit sur Terre, ça peut concerner n'importe quelle paire du moment qu'elle est végane. Parce que comme ça va être réutilisé pour faire des semelles, s'il y a du cuir dedans, nous, on perd notre label après, donc on ne peut pas récupérer des chaussures en cuir. Mais en tout cas, tout ce qui est vegan, et on va les réintégrer dans la semelle. Et on peut aussi réintégrer dans cette semelle-là des pelures de pommes et de la peau de raisin. Donc, du coup, c'est à l'étude. Le problème, c'est qu'on a un peu raté la saison des vendanges. Donc là, on n'a plus de matière première pour faire nos semelles. Donc, il faudra attendre septembre l'année prochaine. Mais en tout cas, pour la pomme, on espère pouvoir avoir les premières semelles en pomme pour le printemps. Cool, voilà. Génial. Bon, super. Bon, on a largement débordé, mais comme c'est le dernier podcast de l'année, je pense que personne ne nous en voudra. Avant je de parle terminer... trop, c'est ma faute. non, mais c'est surtout trop intéressant, donc on n'a pas trop envie que ça s'arrête. Avant de terminer, est-ce qu'il y aurait un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs? Un message, c'est, je dirais, faites du mieux que vous pouvez. D'ailleurs, c'est ce que nous, on essaye de faire en tant que marque. C'est vraiment, on sait qu'on n'est pas parfait et qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées ou qui pourraient être améliorées si on avait les matières adéquates, par exemple. Donc, des fois, on est un peu bloqué par la technologie, mais le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait, savoir pourquoi on le fait. Et ça s'applique aussi au niveau individuel. Si vous dites, ah bon, pour moi, par exemple, c'est facile de trier mes déchets, donc je fais ça. C'est plus difficile d'arrêter de manger de la viande, donc j'essaye de réduire au maximum. Il faut juste être conscient que on ne peut pas devenir parfait du jour au lendemain et il faut accepter que des fois on n'est pas parfait et qu'on fait au mieux et c'est déjà pas mal. Ouais, très beau message. C'est ce qui revient aussi souvent quand on parle d'écologie sur Espérance, c'est vraiment ça, de faire à notre échelle du mieux qu'on peut. Et du moment qu'on commence à faire, c'est déjà bien. Marie, je suis très très contente d'avoir pu te recevoir et de pouvoir présenter ça. Donc, les fêtes de Noël approchent. Alors, je ne sais pas si quand le podcast sortira, il y aura encore, parce que ça part très très vite. Moi, quand je suis allée sur le site avec la nouvelle collection, vous avez intérêt à vous dépêcher quand même, parce qu'il y a un gros succès sur ça va, ça dépend des modèles. Bon, alors il en restera un peu, peut-être. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire, vraiment allez voir parce que vous avez tous les liens dans la description. Mais c'est vraiment très très beau et je trouve que le projet est super super bien conçu. Donc merci beaucoup d'avoir partagé aussi toutes tes réflexions et tous tes conseils avec nous. Je suis très contente d'avoir clôturé la saison Espérance avec toi et puis je souhaite une très très bonne continuation à Minuit sur Terre pour la suite. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous retrouver après cette semaine d'absence. Il semble que le mois de décembre ait été trop intense pour que je trouve le temps et l'énergie nécessaires pour tenir mes délais. Mais me voici de retour avec cet épisode dont je suis extrêmement fière avec Marie, la fondatrice de la marque Minuit sur Terre.
On a déjà débordé au niveau du timing, donc je ne vais pas m'éterniser en introduction. Juste une précision, contrairement à ce que j'annonce au début de l'épisode, cette interview n'est pas la dernière, puisque j'avais lancé un tirage au sort sur le compte Instagram d'Espérance pour interviewer l'un ou l'une d'entre vous à l'aveugle, c'est-à-dire sans rien savoir de vous. Il reste donc bien une interview avant de clôturer cette première saison d'Espérance. Vous retrouvez dans la description tous les liens pour vous procurer les sublimes modèles de sacs et chaussures de Minuit sur Terre. N'oubliez pas de nous identifier sur Instagram si vous nous écoutez et de partager l'épisode s'il vous a plu. Je vous rejoins tout de suite pour notre conversation avec Marie.